Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 7e épisode déjà du menu crowdfunding. Allez, on va passer directement sur la chaîne, l'évolution de la chaîne, parce que cette semaine, ma foi, ça s'est plutôt bien passé pour nous, ma foi, parce que la semaine dernière, comme vous avez pu le voir, on était plutôt dans une atmosphère un peu... Hello, darkness, my old friend. Mais non, là, cette semaine, ma foi, je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être l'accumulation de projets plus intéressants. Mais là, on est sur quelque chose de beaucoup plus sympa de notre part. Voilà, 207 vues. On n'avait jamais passé 124. Voilà, 124 il y a déjà 4 semaines de ça. Et là, on passe les 200 vues et c'est la première fois aussi qu'on accumule plus de 10 likes, plus de 10 j'aime. On en a une quinzaine, je crois. Donc, ouais, non, c'est très agréable. C'est sympa. Puis on a aussi gagné une quinzaine d'abonnés depuis la semaine dernière. Donc, beaux chiffres sur la semaine dernière. Je pense qu'aussi c'était en grande partie dû au fait qu'on avait pas mal de campagnes très intéressantes, notamment donc, Scarface, Forest of Pangaea, etc. Donc cette semaine, on a un peu moins de projets vraiment super intéressants, mais il y a quand même de quoi se mettre un petit peu sous la dent. Et on va commencer tout de suite avec les projets annulés. Le premier, bah, c'était plus ou moins prévisible, hein, Hollywood Racers, en provenance donc de Cosmodoc avec Daedalus. Donc c'était le premier projet sur Kickstarter. Ça avait démarré un peu timidement et ça n'a pas réussi à décoller. On est resté à 17 000, 18 000 dollars, environ 18 000 euros, pardon. Ils avaient fixé un objectif de 80 000 euros parce qu'en partie, ils s'étaient fixé pour mission d'aller fournir à tous les backers de la première campagne qui dépendait d'un autre éditeur qui était parti avec l'argent mais sans jamais livrer. Et bien, c'était fixé la mission de livrer le jeu à tous les backers de la première campagne, ce qui était plutôt louable. Mais du coup, ça exigeait un objectif de financement assez élevé pour rentrer à peu près dans leurs frais. Bon, ça ne s'est pas passé comme ils l'auraient souhaité, malheureusement. On peut leur souhaiter quand même bon courage pour une prochaine tentative, j'imagine, dans les mois à venir. Deuxième projet qui a échoué à son objectif de financement. Il s'agit de Blooming Industry que j'avais présenté il y a une semaine, 2 semaines. Je vous mettrai le lien. Quoi qu'il en soit, Blooming Industry est resté à 185 contributeurs, donc à peu près à la moitié de son objectif de financement. Donc autant dire que malgré un titre de jeu qu'on pourrait traduire par industrie florissante, la campagne ne l'a pas été autant. Non, elle n'est pas terrible celle-là, j'avoue. Bref, passons. Allez, on passe cette fois-ci à une catégorie différente, c'est-à-dire le suivi des projets déjà en cours la semaine dernière. Le premier projet en question, c'est Terra ou Thera, je ne sais pas comment on est censé le prononcer. Je l'avais présenté juste comme une mention honorable, entre guillemets, au nouveau projet de la semaine dernière. Thera était assez peu déjà la semaine dernière, si je me souviens bien. On était à 114, 115 contributeurs. On a pris 50 contributeurs supplémentaires. Rien de très très fou. Il reste 68 heures, donc un peu moins de 3 jours pour éventuellement backer ce projet à base de pose de tuiles pour reconstituer une cité grecque dévastée par un volcan. Le projet est déjà financé, donc bon, euh, votre aide n'est pas spécialement requise, mais si c'est un jeu qui vous tente, pourquoi pas. Ensuite, Starframe. Starframe reste bloqué, ma foi. On était à 148 la semaine dernière. On est à 164, ce qui est un petit peu mieux. Mais à 3 jours de la fin, ça ne va pas financer. C'est quasiment une certitude maintenant. À moins d'un miracle au point où on en est actuellement, ça ne financera certainement pas. Donc, on le retrouvera certainement dans les projets annulés ou dans les projets de financement non atteints la semaine prochaine. Ensuite, le projet français, enfin l'un des 3-4 projets français de la semaine dernière, puisqu'il s'agit ici de Tea, Scones and Arsenic, aussi appelé Arsenic pour simplifier, qui était à 292 la semaine dernière. On a presque pris 100 contributeurs supplémentaires. Donc le projet est financé, pas largement, mais il est financé. Il reste 3 jours. Bon, ça devrait atteindre les 500, 600 peut-être contributeurs, ce qui n'est pas fantastique, mais ce qui est plutôt pas mal non plus pour ce jeu familial d'ambiance où on va chercher
à être le dernier survivant d'une petite réunion familiale autour d'un thé à l'anglaise dans lequel on va manger des biscuits empoisonnés à l'arsenic. Donc voilà, c'est un petit projet sympatoche, pas très très cher, pas très onéreux, relativement abordable également en termes de frais de port, puisqu'il me semble me rappeler que les frais de port étaient gratuits, pris à la charge de l'éditeur, si je me souviens bien. Oui, c'est ça, pour l'Europe et les US également, frais de port gratos, ce qui est plutôt très sympa de leur part. Donc si les jeux d'ambiance familiaux sont plutôt dans vos cordes, je dirais que c'est un bon candidat. Ensuite, autre projet français qu'on avait présenté il y a 2 semaines déjà, il s'agit de Hurricane Wars. Hurricane Wars était à 925 la semaine dernière, on a fait un plus 46 contributeurs, ce qui n'est pas fantastique. Il reste 4 jours, donc on va dépasser les 1000 de toute façon, quoi qu'il arrive, peut-être 1100, 1200 en étant peut-être un petit peu optimiste. Pour ce très joli projet, visuellement parlant en tout cas, hein, une direction artistique vraiment très agréable à l'œil. On va essayer de trouver quelques images un peu plus parlantes. Voilà quelques illustrations pour vous montrer un peu de quoi il s'agit. Donc c'est un jeu à 2 joueurs, hein, 1 contre 1, même s'ils ont désormais dévoilé, comme je l'avais dit la semaine dernière, le 2 contre 2 également, mais c'est majoritairement en 1 contre 1. J'ai eu l'occasion depuis la semaine dernière de le tester en compagnie de Xavier sur Tabletop Simulator. Plutôt sympa. Je connaissais pas les règles, c'est Xavier qui m'a expliqué au fur et à mesure de notre partie. Ça s'est quand même plutôt bien passé, même s'il m'a laminé puisqu'il connaissait déjà les règles également, même s'il connaissait pas les cartes à sa décharge. Mais c'était plutôt une expérience sympathique. Ça ne me convaincra pas à backer le jeu. Par contre, je pense que Xavier est plutôt séduit, plutôt satisfait de cette première expérience. Donc à voir, peut-être que de son côté, ça signifie une contribution. Il reste 4 jours. Ensuite, autre projet français, décidément, on en avait beaucoup la semaine dernière. Il s'agit cette fois de Cyber Odyssey, qui était à 473 la semaine dernière, donc plus 20 uniquement. Décidément, ça aurait été un projet qui n'aura pas vraiment décollé. Dans ce projet d'une boîte française, donc, de Red Joker, qui propose un univers très cyberpunk, hein, bien entendu, comme le sous-entend le titre, avec pas mal de mécaniques entremêlées les unes aux autres, un peu de placement d'ouvriers, un petit peu de gestion de main. Ça avait l'air relativement sympa dans ce que ça propose, mais ça n'a pas su convaincre plus que ça de monde. Aussi en partie parce qu'on a une foultitude de projets vachement sympas en ce moment, donc c'est aussi une des raisons qu'on peut citer pour expliquer ce succès mitigé, disons. Il reste donc 4 jours. Ça devrait atteindre aussi les 600, 700 contributeurs quand même. Ensuite, mine de rien, ce petit Cutthroat Cove, petit jeu d'ambiance américain sur un thème de pirates qui doivent attraper les trésors les uns des autres, qui doivent se les shipper les uns aux autres, sans pour autant essayer de les avoir tous, parce que ça pourrait mener à une défaite au final. Eh bien, il fait son petit bout de chemin, son petit bonhomme de chemin, ce petit jeu d'ambiance, puisque la semaine dernière, il était encore à 340, il avait pris plus 100, et cette semaine encore, il prend 60 contributeurs, il dépasse les 500. Donc, on est plutôt sur un joli petit résultat, ma foi. Je profite avant de changer de jeu pour refaire grandir cette fenêtre. À chaque fois, je l'oublie. La semaine dernière, j'étais tout rikiki aussi. C'était un peu bizarre. Donc, Cutthroat Cove, il vous reste 4 jours si vous n'êtes pas allergique à l'anglais toutefois, parce qu'il n'y a pas de version française. Tenez-vous le pour dit. C'est dur à dire, c'est dur à dire. Les doubles pronoms, c'est pas mon truc. Allez, on continue avec cette fois-ci War Room, la deuxième édition de War Room, qui était à 2095 la semaine passée et qui est à 2500 presque cette semaine. Donc une jolie évolution tout au long de cette campagne, au fil de la campagne, devrais-je dire. Une belle évolution, on est presque à 2500, il reste un peu moins d'une semaine, donc 5 jours sur cette campagne de Wargame, de Warto, comme on pourrait dire en français un peu bâtard, avec ce gros jeu de guerre qui a l'intérêt d'être modulaire, très très modulaire, puisqu'on peut, comme vous le voyez ici, c'est une sorte de puzzle en fait qui vient constituer ce globe. Et en fait, vous pourrez en détacher certaines parties pour faire des scénarios plus courts avec un nombre de joueurs plus réduit. Avec l'illustration qui était ici, je l'ai déjà montré les semaines précédentes. Vous pouvez jouer de 2 à 6 sur des grosses parties de 6 à 12 heures, mais aussi diminuer la taille de la carte et également le temps, la durée de partie, jusqu'à par exemple 1 heure pour 2 joueurs ou 3 à 6 heures pour 2 à 4 joueurs si vous voulez faire le scénario nord-africain par exemple. Un joli petit projet pour ceux que les jeux du genre intéressent.
J'avoue que les Wartos sont pas trop quelque chose qui m'intéresse plus qu'autre chose. Je ne serais pas contre essayer, mais bon, je l'ai déjà dit aussi la semaine dernière, donc je passe. Ensuite, Book of Villainy, ce jeu relativement vilain. Encore une fois, blague pourrie, mais direction artistique assez moyenne. Bon, c'est dans l'univers des comics américains où vous incarnez donc un vilain, donc un méchant de comics américain qui est pas très doué dans ce qu'il fait, et donc il décide d'écrire un livre sur le fait d'être un vilain de comics américain. Le jeu n'a pas l'air spécialement plus mauvais qu'un autre, pas non plus meilleur qu'un autre, c'est idiot demeurant. Mais bon, ça ne m'attire pas outre mesure. Il reste 5 jours. La campagne, de toute façon, est financée avec actuellement 300 contributeurs tout rond, alors qu'ils étaient à 268 la semaine dernière. Donc rien d'éblouissant, mais c'est financé. Ensuite, The Binding of Isaac. Il reste un peu moins d'une semaine pour les fans de la communauté de Isaac, hein. Gros jeu PC bien connu des aficionados tels que Xavier, par exemple. Eh bien, ils ont atteint les 40 000 contributeurs. Ils étaient à 38 000 la semaine dernière, donc évolution de 2 000, ce qui paraît ridicule au vu du chiffre global, mais 2 000 en une semaine, c'est énorme en fait. Il reste encore une semaine, donc ça devrait facilement aller taper les 45 000, peut-être même 50 000 s'ils arrivent à faire une grosse annonce de fin de campagne. Vous avez, comme je l'ai dit la semaine dernière, des pledges en veux-tu, en voilà, jusqu'à 700, 800 dollars si je me souviens bien. Voilà, par exemple, c'est le maximum 800 dollars. Ah non, il y a 1300 maintenant, je ne l'avais pas vu celui-ci. Donc il y a des nouveautés supplémentaires. Enfin bref, si vous êtes vraiment, vraiment très fan et en plus de ça, que vous êtes assez friqué quand même, faites-vous plaisir. Mais sinon, si vous voulez juste le jeu de base plus l'extension qui vient de sortir avec cette campagne Kickstarter, vous pourriez obtenir le tout pour 70, 80 dollars, un truc comme ça. Si vous voulez en plus un rangement supplémentaire pour accueillir tout, ce serait 110 par exemple. Donc voilà, pour les fans du jeu de PC, donc ce jeu très très pété, mais dans le bon sens du terme, puisqu'en fait le jeu de base est pété également, de toute façon. Voilà. Ensuite, Lonely Undead. C'était pas génial la semaine dernière, hein. Ils étaient à 98, ils en ont pris 6 de plus. Bon, ils ont dépassé la barre des 100. Ça ne suffira pas certainement, hein. Il reste 10 jours, on est à peu près au tiers du financement. Ça risque de ne pas financer. Très probablement, ce sera l'objet d'une future campagne dans quelques mois. J'imagine que d'ici la semaine prochaine, ce sera annulé, ou alors ils vont aller jusqu'au bout en annonçant que c'est raté. Ça arrive aussi, pourquoi pas. Faut dire que, encore une fois, projet à la direction artistique vraiment discutable. C'est pas très joli. Pourtant, le jeu avait une thématique un peu marrante, hein. Vous êtes un zombie, vous essayez de vous faire des amis auprès des citoyens de la ville en les mordant, en fait. Ouais, pourquoi pas, c'était marrant, mais c'était vraiment vilain quand même. C'était assez moche. Donc, il faudrait peut-être revenir d'ici quelques mois avec des illustrations un peu plus attirantes. Je ne sais pas. Enfin, bref, passons. Peak Oil Profiteer, qu'on a présenté très, très, très brièvement la semaine dernière. Alors, Peak Oil Profiteer fait un début assez, comment dirais-je, quelconque. C'est financé avec 356 contributeurs. La semaine dernière, Peak Oil était à 293, donc on a pris en gros 50, 60 contributeurs. Rien de très fou, hein. Donc un jeu dans l'univers de Peak Oil qui avait déjà fait l'objet de plusieurs campagnes, mais c'est un stand-alone, ceci dit, avec donc des actions simultanées, beaucoup d'interactions et du contrôle de territoire, avec comment dirais-je, des augmentations de caractéristiques de chaque joueur qui sont asymétriques les unes aux autres. Donc bon, ça a l'air relativement sympa en soi, hein, mais sans aller casser trois pattes à un canard, ce qui était l'expression de la semaine dernière. Je m'étais promis d'en changer, je ne sais pas si je réussirai. Alors d'ailleurs, c'était un projet espagnol et on mentionnera l'Espagne plus d'une fois dans cette vidéo, comme la France la semaine dernière. C'est une semaine avec pas mal de projets espagnols. Ensuite, Heroes of Barcadia. Et non, Anto, je ne suis pas alcoolique. Mais ça c'est dit, Barcadia va atteindre dans les prochaines heures très certainement 8000 contributeurs, ce qui est un très joli résultat pour une boîte relativement méconnue, hein. C'est le premier projet, enfin pas tout à fait méconnu, parce qu'ils sont connus dans le milieu, mais c'est leur premier projet Kickstarter, hein, World of Crete. 8000 contributeurs, alors que la semaine dernière, ils étaient à 6200. Donc encore une très jolie évolution pour ce jeu d'ambiance, de boisson, mais avec un vrai jeu derrière de construction de donjons, de combat face à des monstres, etc. Et où les verres représentent vos points de vie qui vont diminuer au fur et à mesure que vous buvez. Sachant que vous n'êtes pas obligé de
boire de la colle pour y jouer. Donc vous pourriez théoriquement y jouer avec des enfants, même si c'est écrit ici 21 et plus. C'est pas forcément le cas. Je me suis fait engueuler la semaine dernière parce que j'ai dit que vous pouvez leur donner du coca à la place. Mais non, effectivement, donnez-leur, je sais pas, du jus de tomate. Voilà, j'aime pas ça, mais au moins c'est plus sain. Allez, on continue avec Skeptics Relaunch. 620 contributeurs, ce qui est plutôt pas mal à 12 jours de la fin. C'est plutôt un bon score pour ce primo-éditeur, même s'il a déjà fait la même campagne une fois précédemment. La semaine dernière, Skeptics, c'était 470 environ. Donc là, 620, c'est plutôt pas mal. Joli petit résultat pour ce jeu d'enquête paranormale dans lequel vous allez chercher à prouver que les lieux que vous visitez sont bien possédés, sont bien habités par des esprits malveillants. Voilà, avec un matériel plutôt sympa, sans être non plus dans les foudres de guerre de ce qui se fait en termes de design, mais assez sympa malgré tout. Pas de version française, ceci dit. Ensuite, Deliverance, ce projet qui me laisse un peu perplexe, qui avait l'air très sympa en termes de gameplay, mais avec une direction artistique qui, moi, me laisse très très froid. Le matériel est de très bonne qualité, là, a priori, pas de doute là-dessus, mais c'est juste la direction artistique, particulièrement au niveau des personnages, en fait. Euh, voilà, les personnages, moi, je trouve assez vilains, je sais pas, plus je regarde, moins j'apprécie. Pourtant, le reste du matériel a l'air plutôt de bonne facture, vraiment. Même le tapis de néoprène avec la map, les caisses de métal, l'illustration de la carte est plutôt jolie. Mais je sais pas, je suis assez perplexe. J'aimerais bien le tester un jour pour voir. Mais le baquet, non, certainement pas. Pourtant, Deliverance était à 1400, puis 1600, puis maintenant 1800, donc c'est assez constant, augmentation constante de plus ou moins 150-200 contributeurs par semaine. Il reste environ 2 semaines pour un jeu qui devrait très certainement atteindre les 2500. Attention, un jeu relativement lourd quand même, hein, de 1 à 2 heures pour 1-4 jours, avec un vrai solo, ceci dit. Quelques miniatures qui, moi, ont l'air plus sympas que les illustrations, ce qui est assez... Faudra voir le rendu final. Jeu assez cher qui plus est, donc sachez-le. C'était un peu plus haut pour le pledge de base. 89 pour la deluxe, mais le pledge de base était un peu moins cher. 59, voilà, donc pledge de base relativement abordable sans miniature. Si vous voulez la version deluxe avec miniature et plus de personnages, c'est donc 89. Donc, dans la gamme de jeux que ça représente, c'est tout à fait normal en termes de prix. Ensuite, Addict Solar Contention avec donc un 4X, mais sans extermination. Enfin, c'est pas un vrai 4X, c'est présenté comme un 4X qui n'en est pas vraiment un. Et de toute façon, vous aurez peu de chances de mettre la main dessus, même si vous baquez, puisque le projet ne va certainement pas financer. Ils sont actuellement au tiers de leur financement. Alors, ils ont ajouté le petit macaron pour stipuler que vous pouvez y jouer sur Tabletopia. Est-ce que ça suffira en 12 jours pour faire ses preuves et donc encourager les potentiels backers à y aller? Rien n'est moins sûr. Puisque Edict, la semaine dernière, était à 253, ils ont pris plus 20, plus 24 pour être précis. Ça risque de ne pas financer pour autant. Pour ceux qui sont intéressés, allez voir les vidéos des semaines précédentes où j'en parle un peu plus en longueur. Ensuite, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes to midnight. Sur fond de guerre froide, on en a parlé très brièvement la semaine dernière, un jeu de 2 à 6 joueurs. Non, de 2 à 6, c'était quoi ça, je penche la tête, excusez-moi. 1 à 2 joueurs, 14 ans et plus, 2 à 6. Ah, c'est 2 à 6 heures, 2 à 6 heures. D'accord, donc le jeu assez lourd aussi pour 2 joueurs. C'est assez rare de voir des jeux à 2 joueurs qui durent 6 heures comme ça. Donc jeu de guerre froide avec des factions asymétriques, puisqu'il s'agit des États-Unis et de l'Union soviétique, bien entendu. La semaine dernière, 2 Minutes to Midnight était à 356. Ils sont à 408. Donc bon, une petite évolution qui suffit de toute façon à financer. Hein. Ils sont déjà bien financés, largement d'ailleurs. Et donc, il vous reste environ 12 jours. Si le thème vous intéresse, même s'il est, comment dire, c'est fait et refait, on traite très souvent de ce thème dans les jeux de société. Je ne sais trop pour quelle raison. Peut-être parce que les Américains sont assez fans de ce sujet, parce qu'en plus, ils ont gagné la guerre froide. Mais bon, le jeu n'a pas l'air d'être hyper original en soi, mais de la symétrie, de la confrontation à 2 joueurs, moi j'aime bien ce genre de jeu-là. Après, il reste que le thème me laisse assez froid et que le matériel n'a pas l'air non plus très chatoyant. Voilà, donc il vous reste environ 12 jours pour baquer ce jeu si ça vous intéresse. Ensuite, Overstocked,
est financé également de justesse, avec maintenant 330 contributeurs, alors qu'ils en avaient 309 la semaine dernière. Donc ça a financé pile poil entre la semaine dernière et celle-ci. Pour ce petit jeu qui a l'air très enfantin, mais qui recouvre des mécaniques un peu plus intéressantes que la couverture ne le laisse penser à première vue. C'est plein de petites mécaniques assez sympatoches finalement, même si l'univers visuel m'attire pas du tout. Ensuite, on avait aussi Coalitions ou Coalition, qui là par contre fera l'objet d'une version française, plongée dans les guerres napoléoniennes. On est déjà à 811, pardon, c'est pas sorti, 811 contributeurs, alors que la semaine dernière, on était à 602 après une première semaine. Donc bon, la campagne suit son cours. C'est pas des chiffres fous non plus, mais ça se passe plutôt bien. Il reste en plus 2 semaines et demie pour ce jeu avec des jolies petites figurines en plus de ça. Si vous prenez la version Deluxe, ah bah tiens, ça a changé peut-être un peu la présentation. 42 livres, donc 59 $. Attention, les livres, c'est un peu traître. Ça nous laisse penser que c'est très peu cher, alors qu'en fait, ça peut être beaucoup plus cher qu'on ne le pense. Donc 55 € plus ou moins, j'imagine, pour le Core Pledge, avec quelques miniatures ici qui sont uniquement des miniatures de diplomates, mais par contre pas les miniatures de dirigeants. Donc si vous voulez les miniatures de dirigeants tels que Napoléon, etc., Soliman, etc., il faudra débourser bien plus, c'est-à-dire 97 $, donc environ 90 € je crois. Mais ceci dit, avec des extensions exclusives et gratuites pour les backers de Kickstarter, Fortresses et Ancien Régime, avec l'accent français, non l'accent anglais, mais en français. Donc bon, ça a l'air de valoir la peine quand même. C'est un jeu qui, moi, me tente bien. Je vous ai expliqué la semaine dernière, donc je vous y invite à aller regarder la vidéo si vous ne l'avez pas déjà fait, puisqu'il y a un système de roulette qui va activer votre action, mais aussi celle d'une autre personne qui va favoriser donc les négociations, les alliances momentanées entre les joueurs. Ça a l'air très 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 sympa de ce point de vue-là. Donc encore un de ces jeux que j'ajoute à la liste de j'aimerais y jouer j'aimerais y jouer un jour, mais je ne sais pas quand ça pourra se faire parce que j'ai pas non plus envie de le baquer. Voilà, donc peut-être jamais, peut-être un jour, on verra bien, mais ça a l'air assez sympa. Si vous êtes en plus fan d'histoire et particulièrement de cette histoire du 19e siècle, des guerres napoléoniennes, foncez, ça a l'air très très sympa. En plus, la DA est très jolie aussi. Ensuite, First Ascent, petit jeu d'escalade dont j'avais parlé il y a 2 semaines déjà. Je crois qu'ils sont environ à 550 contributeurs la semaine dernière. Ils sont à 675. Donc la campagne évolue plutôt bien pour un projet de cette taille, hein, parce que je rappelle que c'est le premier projet de Kate Ott, j'imagine, de Philadelphie. Premier jeu, et donc 675. On avait vu la semaine dernière que c'était vraiment un jeu avec une vraie thématique, hein, pas une thématique plaquée, une vraie thématique d'escalade où vous allez construire votre chemin d'escalade pour atteindre le sommet, mais ce n'est pas une nécessité. Vous n'êtes pas obligé d'atteindre le sommet pour gagner la partie. Il va falloir simplement trouver votre chemin, le chemin le plus efficace vers le sommet. Jeu qui a l'air très sympa, mais qui est assez cher, surtout en termes de frais de port pour l'Europe, c'était affreusement cher. Bon, on va juste aller voir par acquis de conscience pour voir si ça a diminué entre temps, mais je ne crois pas avoir vu ça. Non, on est toujours sur des sommes énormes. 44 € de frais de port, c'est parfaitement ridicule. Donc effectivement, je ne vous encourage pas, sauf éventuellement si vous êtes canadien, c'est un petit peu moins cher. Mais sinon, je ne vous encourage pas à baquer, même si ça fait partie des jeux que j'aimerais bien essayer là encore. Ensuite, le coup de cœur de la semaine dernière, Scarface 1920, 1920, qui vous plonge dans les années folles, les années 20 aux États-Unis, donc à Chicago bien entendu, aux côtés de Al Capone et d'autres gangs. On a 4 gangs de Chicago, dont 2 qui en vérité proviennent plutôt de New York, mais bon, c'est pas très grave, on s'autorise certaines libertés quand on conçoit un jeu. Et également Elliot Ness ici. Donc, je ne vais pas en parler plus que ça parce que j'ai fait une présentation relativement détaillée la semaine dernière. Sachez tout de même que le jeu était la semaine dernière à 3285 contributeurs. Donc, on a fait un petit plus, plus 900, quoi, en gros, presque plus 1000. Et qu'il reste encore 2 semaines et demie au jeu qui devrait faire un sacré tabac pour ce premier projet espagnol de Red Zen Games. Pour un premier projet, c'est vraiment assez épatant. Le jeu est vraiment très, 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 très convaincant en termes de mécanique. On rappelle rapidement quand même que c'est de la pose d'ouvrier, du deck building, mais également du contrôle de territoire.
Je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que j'en ai vraiment parlé longtemps la semaine dernière et je ne voudrais pas allonger la vidéo inutilement. Donc, allez voir la semaine dernière si ça vous tente. Le dernier projet qu'on avait présenté la semaine dernière et qui était très très charmant lui aussi, il s'agissait de Forests of Pangaea. Là encore, très très belle surprise parce que là aussi, c'est un premier projet de chez Pangaea Games. Donc, ils étaient la semaine dernière déjà sur un joli résultat, 2000 contributeurs, et là en une semaine, ils ont pris 1300 supplémentaires. Donc, une très très belle première campagne pour ce jeu vraiment très très bucolique, très très charmant, très presque onirique dans l'atmosphère. Il s'agit de faire pousser des forêts. Alors il y a un peu de contrôle de territoire, hein, c'est quand même un jeu compétitif, même si c'est très zen dans l'atmosphère. Vous allez faire pousser des forêts, semer des graines, accomplir des rituels avec des petites déités incarnées par ces petits meeples ici. Donc vraiment un très très beau petit jeu, avec une version française disponible qui plus est. Donc ça fait partie des projets que j'ai encore à l'œil. Il reste suffisamment de temps pour prendre une décision plus tard. Je verrai, mais c'est vrai que je suis plutôt convaincu, moi, avec voilà, la possibilité de faire grandir, de faire pousser vos arbres au fur et à mesure en mettant des petits chapeaux sur les étages précédents. Moi, ça m'a vraiment charmé. Et en plus de ça, on a eu quelques stretch goals plutôt qualitatifs parce que je l'avais déjà dit la semaine dernière, on avait donc le plateau double épaisseur, mais maintenant on a également des graines avec un design un peu plus sympathique. Alors, même si elles feront l'objet d'un vote, mais ce sera quand même plus sympa que les cubes qu'on avait jusque-là. Il y aura aussi un mode solo qui va être développé. Donc c'est encore une bonne nouvelle pour les amateurs de solo. Et je sais qu'on est de plus en plus nombreux à l'être. Euh, des upgrades de qualité de matériel avec des tuiles plus larges. Un insert apparemment aussi. Et puis bon, les petits tokens de déité qui seront avec le seal screen, je ne sais plus comment dire en français. Bref, c'est ces petits détails supplémentaires en termes de design avec ces petites colorations blanches ici sur les tokens. Bref, un projet qui vit très bien et qui devrait faire un très très joli score au final pour un premier projet. C'est assez. Je l'ai vu sortir de nulle part et il fait du très très beau boulot. C'est à peu près tout pour le suivi des projets des semaines précédentes. On va pouvoir passer au nouveau projet. Quelques petits jeux qui ne passeront pas par l'analyse détaillée parce que ce sont des jeux qui ne sont pas spécialement très intéressants. Donc c'est juste une petite mention honorable pour dire ces projets existent. Festival Guru, euh, je ne vais même pas en parler parce que ça ne m'intéresse pas. Bon, évidemment, vous imaginez que ça vient reproduire un peu les expériences de festivals musicaux dont nous sommes privés depuis maintenant 1 an et demi, avec une direction artistique assez vilaine, des standees assez vilains eux aussi. Bon, peut-être que ça peut être un bon palliatif pour les gens qui sont vraiment en manque de festivals, mais ceci dit, d'ici à ce que le jeu arrive sur vos tables, normalement, on sera tous plus ou moins sortis d'affaires, entre guillemets, et on pourra retourner en festival. Donc, bon, finalement, je sais pas si c'était peut-être une bonne idée de faire ça l'année dernière, mais ça arrive peut-être un peu trop tard. De toute façon, je ne suis pas persuadé que le jeu financera, parce qu'avec 111 contributeurs et à environ un cinquième, voire presque un sixième de l'objectif rempli seulement, ça ne devrait pas financer. Autre jeu qu'on ne va pas présenter plus que ça, Age of Dogfights World War II. Donc encore un jeu de combat aérien dans la Deuxième Guerre mondiale. Alors récemment, on avait Fighters of the Pacific, qui était un projet français qui a atteint presque 1500 contributeurs, donc très jolie campagne. Et donc bah là, c'est un peu similaire, hein, c'est des batailles euh, d'aviation, j'imagine anglo-allemande, très certainement. Voilà, avec un matériel beaucoup plus aride. C'était quand même bien plus agréable à l'œil du côté de Fighters of the Pacific. Bon, c'est du wargame, c'est pas trop ma came, mais en plus, c'est pas joli, donc c'est vraiment pas pour moi. Si ça vous intéresse, il vous reste quand même 2 semaines pour vous pencher dessus. Malgré tout, ça fait quand même un bon résultat hein, pour un projet en plus qui vient de Serbie. C'était pas gagné. Donc peut-être que pour les fans de Wargame, les mécaniques sont juste géniales. J'en sais rien, j'ai pas fouillé plus que ça. 616 contributeurs quand même. Ensuite, autre projet dont on ne va pas parler, Arcosa, avec encore une fois une direction artistique
Voilà, on n'en dira pas plus. Enfin, je ne dessine pas mieux. Je dessine même bien pire que ça, mais je fais pas de jeu. Donc voilà, un jeu de 1 à 4 joueurs, donc avec un solo tout de même, 60 à 120 minutes, donc un jeu relativement lourd malgré tout. 14 ans et plus, dans un univers un peu sci-fi. Vous allez essayer de lead your bunker calling salvation from an unforgiving alien planet. Donc, essayez de vous échapper d'une planète alien assez peu accueillante. Et donc, mener votre colonie salvation, vers sauvetage de votre colonie, quoi, en gros. Donc, essayez de vous échapper d'une planète assez peu accueillante. Bon, je ne sais pas très bien en quoi ça consiste. Mais c'est vrai que moi, l'allure du jeu me donne pas envie de me plonger plus avant dans la campagne. Donc, je vous laisserai le découvrir par vous-même si ça vous tente. Juste aller voir un peu le prix. À combien on nous vendrait ça? Aucune idée. Alors, le shipping, juste. Ah, c'est entre 5 et 15 euros pour le shipping. Donc, c'est plutôt pas cher, ma foi. Et alors, le jeu en lui-même, il est à 35. Ouais, ok. Bon, c'est raisonnable. C'est raisonnable. Si vous êtes gros fan de sci-fi, pourquoi pas. Autre jeu dont on ne va pas parler, et encore un jeu de wargame, bah oui, je sais bien, mais je parle pas de wargame, je suis désolé. Faudrait que je m'y mette un jour, hein, j'en ai bien conscience. Mais bon, ça m'attire pas trop. Mais ceci dit, il y a toujours un public, hein, on voit quand même que souvent ça fait des campagnes avec un nombre de contributeurs assez satisfaisant, hein, 410 contributeurs en une semaine pour DVG Spruance Leader, Solitaire Cold War. Ah, c'est un jeu en solitaire, d'accord. Ça, c'est plus intéressant déjà. Apparemment de combat naval. Bon, oui, bien sûr, toujours des cartes assez vilaines, parce que souvent c'est du fait main, hein, du fait maison. C'est assez peu de budget, même si là, c'est quand même une compagnie qui a 26 projets à son actif. On va juste regarder par curiosité. Ah ouais, c'est que du wargame, j'ai l'impression, hein. C'est quasiment que du wargame, hein. Ouais, donc bon, c'est quelqu'un qui s'est spécialisé vraiment dans ces jeux-là. Et du coup, bah, il a sa communauté qui le suit, qui va apprendre tous ses jeux. Bon, c'est compréhensible, c'est plutôt bien qu'il arrive à trouver son public malgré des graphismes qui ne vendent pas du rêve. Ceci dit, une thématique de guerre n'est pas censée vendre du rêve, vous me direz. 410 contributeurs, il reste 18 jours. Allez. Dernier projet dont on ne va pas parler en détail, il s'agit de Elementile, avec une boîte assez jolie. C'est un jeu d'affrontement, donc 1 contre 1, 13 ans et plus, pour une durée de 60 à 90 minutes. Et bah, je ne vais pas en parler en détail parce que malgré la direction artistique assez sympatoche, malgré les 200, non 500, 582 cartes, alors est-ce qu'elles sont toutes uniques? J'en doute, mais euh, malgré donc, la belle direction artistique, malgré le joli tapis de néoprène, en tout cas visuellement, il a l'air sympa pour l'instant, je ne vais pas en parler plus que ça parce que ça rappelle quand même pas mal un jeu dont on a parlé très récemment, à savoir Arakan Wars. Un pose de cartes sur une grille avec des déplacements et essayer de vaincre votre adversaire. Si ce n'est que là, on n'a pas un deck attitré, mais on va avoir plein de cartes de différents éléments qui nous sont proposés. Donc, ce n'est pas le même gameplay, bien entendu, mais ça s'inscrit plus ou moins dans le même type d'affrontement, un contre un, avec des cartes et une grille sur laquelle on peut se déplacer selon les factions, enfin selon les cartes qu'on a à notre disposition. Donc, ça a l'air plutôt sympa, même je vous avoue que je ne me suis pas plongé dedans, donc à voir. Ça, c'est un peu trompeur parce qu'on voit plein de monde autour de la table, mais apparemment, on peut véritablement jouer de 6 à 10 joueurs selon le module qu'on utilise, j'imagine, parce qu'à la base, c'est présenté comme un jeu de 2 joueurs, hein, c'est écrit ici. Mais bon, ceci dit, avec le nombre de cartes qui est ici, c'est pas étonnant qu'on puisse jouer à plus également. J'ai pas fouillé plus que ça. Quoi qu'il en soit, 91 contributeurs à presque 3 semaines de la fin de la campagne. Un début aussi poussif, généralement, c'est pas annonciateur de résultats très très élogieux. Donc, ça va être compliqué. Il y a l'air d'avoir du potentiel, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. En plus, c'est un premier projet pour Darkwood Games du Texas. Mais peut-être qu'il serait bon de se faire connaître un petit peu plus, donc peut-être d'annuler cette campagne une première fois et de revenir dans quelques mois après avoir fait parler du jeu un petit peu plus en avant
Je crois pas me souvenir d'une version Tabletop Simulator pour tester le jeu également. Ah si, ici. Donc si vous voulez tester, c'est jouable. Il y a aussi un print and play si vous prenez le jeu à 10 euros, mais je ne suis pas amateur des print and play, surtout quand il y a 600 cartes à imprimer et à découper. Mais bon, quoi qu'il en soit, projet qui m'a l'air relativement intéressant, mais sur lequel je ne me suis pas épanché. On entre maintenant dans les nouveaux projets dont je vais parler véritablement. Le premier, ben, je ne pouvais pas y couper, bien entendu, puisque c'est un projet de Mythic Games, boîte française, mais ici c'est écrit que ça vient d'Allemagne, mais c'est peut-être les bureaux, je ne sais pas. Mais c'était un projet donc français de Mythic Games en coopération avec Ubisoft. Alors pour ceux d'entre vous qui ne sont pas fans de jeux vidéo, Ubisoft c'est une grosse boîte de jeux vidéo qui est à l'origine de Sex Siege, le jeu vidéo bien entendu. Donc ce jeu de plateau est tiré d'un jeu vidéo, lui-même tiré de l'œuvre de Tom Clancy, qui est un auteur américain très célèbre pour ses romans d'espionnage sur fond comment dire, de conflits armés, etc. Donc de ce point de vue-là, c'est du lourd. Eh bien, Mythic Games, c'est du lourd aussi. Donc, évidemment, le nombre de contributeurs en quelques jours, c'est du lourd également. 6268 contributeurs en moins d'une semaine, c'est plutôt un très joli résultat. Bon, en même temps, c'est Mythic Games et avec une licence pas tirée des hannetons. Donc, logique. Alors bon, de quoi ça s'agit, qu'on va me demander. Bon, toujours ces très jolies illustrations. On va voir que de toute façon, le matériel est assez fou dans le jeu. Alors, vous vous en doutez, c'est des agents d'élite qui sont recrutés pour intégrer l'équipe, donc Six. Et donc, ils vont s'entraîner avec une équipe d'attaquants et une équipe de défenseurs pour faire face à certains scénarios de crise auxquels ils seront confrontés par la suite. Alors, jeu en français, bien évidemment, vous vous en doutez, puisqu'il s'agit de Mythic Games. 2 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 60 minutes, donc assez classique. Un jeu d'escarmouche, comme vous vous en doutez. Il y a beaucoup de choses à dire, mais par où je pourrais commencer? D'abord par voilà, cette partie ici, le Why Back Now. J'aime beaucoup, j'adore quand les compagnies font un encart comme ça. Pourquoi backer pendant cette campagne? Parce que c'est un sujet qui mériterait d'ailleurs qu'on l'aborde dans une vidéo dédiée peut-être. Il y a beaucoup d'entreprises, enfin beaucoup d'éditeurs, parmi les plus gros bien évidemment, euh, pour lesquels on se demande légitimement l'intérêt que peut avoir une contribution Kickstarter plutôt que d'attendre la sortie en magasin. Alors bien souvent, c'est des extensions ou du matériel de meilleure qualité par exemple. Et bien quand c'est affiché directement en haut de la campagne, c'est quand même vachement plus lisible. Alors là, pourquoi backer maintenant? Alors d'abord parce que si vous backez pendant cette campagne, eh bien, vous aurez Zero Alternate, qui est donc un personnage et sa figurine, son matériel, gratuitement. Sachant qu'il sera à 12 $ ensuite dans le Pledge Manager et certainement 12 $ également. Ah non, c'est un Kickstarter exclusif, donc on ne le retrouvera pas en commerce normalement. Il sera dans le Pledge Manager, mais il ne sera pas en commerce, certainement. Vous aurez également des skins pour ceux d'entre vous qui possèdent le jeu vidéo. Bon, moi, je m'en fous, j'ai pas de jeu vidéo, je suis pas très FPS, les first person shooters, c'est pas trop mon truc. Donc, les skins, si je me souviens bien, c'est donc tout ce qui est fond d'écran animé, ce genre de choses-là, que vous pouvez installer sur votre PC ou parfois sur votre PlayStation, sur votre Xbox, etc. Donc, bon, pour ceux qui ont le jeu vidéo, c'est sympa. Pour ceux qui l'ont pas, ça n'a aucun intérêt. Si ce n'est que peut-être, si c'est sur Steam, donc sur PC, peut-être que vous pouvez vendre les skins. Je ne sais pas si c'est possible. Faut voir. Et puis ensuite, vous aurez aussi tous les daily unlocks, donc des stretch goals en fait, journaliers, qui seront apparemment exclusifs à la campagne Kickstarter. Donc, ça a quand même un sacré intérêt de backer durant la campagne. Alors ensuite, les mécaniques, on n'en a pas parlé en détail. C'est de l'affrontement tactique, vous l'imaginez quand vous voyez ce genre d'illustration. C'est de l'affrontement tactique entre deux équipes, les rouges, les bleus, donc les défenseurs et les attaquants. C'est très asymétrique. Il y aura des pouvoirs différents, enfin des pouvoirs, des capacités différentes selon les équipes, mais également selon chacun des personnages qui les composent. Donc de ce point de vue-là, c'est très sympa. Les maps et les éléments seront partiellement destructibles. Là, vous voyez par exemple certains des murs avec des croix jaunes, etc., qui pourront être détruits, alors que avant la destruction, ils vous permettront peut-être de vous cacher derrière certains éléments, etc. Donc, ce sera encore très sympa.
Ensuite, bah, c'est de l'escarmouche, bien entendu, je l'ai déjà dit, et il y a aussi une ligne de vue, hein, une ligne de portée. Vous ne pourrez pas simplement, avec ce personnage, par exemple, aller viser celui qui est là-bas parce qu'il est trop éloigné ou parce qu'il est derrière un mur, et cetera. Donc ça, très intéressant également. Alors, regardons un petit peu plus bas. Alors, les commentaires sont dithyrambiques, quasiment unanimement. On a du 10 sur 10 de chez Quackalope, King of Average qui en fait, une éloge aussi, Board Game Co qui est mon vidéaste préféré, en termes de jeux de société qui dit que c'est absolument génial aussi. Bon, vous aurez compris le truc, hein, c'est vraiment, heu, que des louanges. Vous avez aussi quelques, avis en français d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui se trouve dans la boîte? Eh bien, vous avez déjà un paquet de personnages, donc avec chacun ses capacités, bien entendu, pour les 2 équipes et des miniatures, qui ont l'air vraiment géniales. Elles ont l'air hyper, hyper détaillées. Alors, je ne sais pas avec qui ils bossent, mais franchement, les miniatures sont magnifiques. J'ai vu, un petit peu, un extrait de partie, sur une vidéo d'un autre vidéaste, je crois que c'était Quackalope justement ou Board Game Co, j'ai oublié, sur lesquels on voit, le véritable rendu des figurines, alors que c'est un prototype et c'est déjà super beau. Après, il faut aimer, moi je suis pas fan de jeux de ce type, quoi, d'escarmouche avec arme à feu et cetera, c'est pas trop mon délire, mais je dois bien avouer que les miniatures sont superbes. Vous avez un plateau, double face, hein, donc un, qui représente un consulat et l'autre qui représente un clubhouse. Vous avez plein de matos, dont, des petites réglettes pour justement la ligne de portée, la ligne de visée. Des petits, comment on appelle ça? Des base rings, des bases pour les miniatures, en fait, pour y inclure les miniatures. Vous aurez ensuite, des petits plateaux, des tuiles, des dés bien évidemment. Ensuite, oui, des écrans de fumée, enfin des tokens en carton qui représenteront des écrans de fumée, parce que vous avez des grenades à fumée, bien fumigènes, des barricades, enfin bref, il y a un matériel de fou. Vous aurez ensuite, des petites, miniatures en carton, qui représenteront des tables, des endroits, enfin pas des endroits, mais des objets derrière lesquels on pourra se cacher éventuellement, qui seront destructibles aussi. Vous aurez une, application gratuite aussi si vous pledgez, donc bref, du matos en veux-tu, en voilà pour, la boîte de base, hein. La boîte de base qui est à, 69 $, donc un petit peu moins en euros j'imagine, hein, 63-4 €, je sais pas. Avec, le personnage donc de Zero Alternate en cadeau quoi, en gros, plus les skins dont j'ai parlé tout à l'heure, l'application gratuite. Ensuite, vous avez le Trooper Pledge qui là, fait un bond en termes de prix, hein, 199 $, tout de suite, c'est beaucoup, beaucoup plus cher, mais ça vient ajouter 1, 2, 3, 4, 5 extensions, Reinforce, High Impact, Hard Breach, Dark Horizon et Shadow Tactics, plus, de nouvelles cartes, Concrete City, donc la ville de béton et Dead End, donc cul-de-sac en gros. Donc une masse de matériel supplémentaire, sachant que dans chaque extension pardon, que vous voyez ici, chaque extension vient avec son lot de nouveaux personnages et donc de nouvelles capacités, et cetera. Donc c'est un matériel assez fou. Encore 70 $ de plus pour le Smooth Operator Pledge, qui est un all-in en fait, hein. Très honnêtement, c'est un all-in. Avec cette fois-ci donc des meubles supplémentaires en 3D, cette fois-ci impression 3D, donc encore plus de qualité, un tapis de dés en néoprène, un petit sac pour les dés, et cetera. Bon, ça, on s'en fout un peu et un pointeur laser, pour donc la ligne de portée, la ligne de visée. Sachant que vous pourrez aussi l'obtenir en add-on, mais ça vaut pas vraiment le coup. Vous pourrez en trouver des bien moins chers pour la même chose, très honnêtement. Vous avez aussi les stretch goals, donc en gros, hein, qui sont, journaliers. Là, par exemple, les caméras qui sont, en 3D au lieu des caméras qui seront donc en carton, dans le commerce. Et donc, en fait, ce seront, majoritairement des upgrades matériels. Donc les caméras, voilà, vous le voyez ici, hein, les standees en carton qui sont remplacés par, des standees avec une caméra en 3D. Même chose pour les caméras, bulletproof, donc par balle, et cetera. Donc tout sera, matériellement bien plus agréable, que la version de base, bien entendu. Ça c'est bon. Alors, juste un petit point. Ah, on peut faire des votes? Ah d'accord, on peut faire des votes, pour,
définir l'identité de certains des personnages à venir, j'ai l'impression. Bon, je ne me suis pas penché sur le sujet, mais c'est assez sympa. Certains personnages qui ont des designs très très originaux, disons. J'imagine que c'est voulu, c'est pour les extensions, certainement. Alors, les add-ons, voilà. Le détail des add-ons, des extensions plus particulièrement, avec ici donc Year One Reinforce. Vous avez donc 8 nouveaux opérateurs, 8 nouveaux soldats avec chacun leur capacité, leur miniature, etc. C'est pour ça que le prix grimpe d'un seul coup. Et c'est comme ça pour chacune des extensions. Toujours de nouveaux personnages, 8 nouveaux personnages, leur base, leur fiche personnelle, leur capacité, etc. Donc il y en a quand même 5 comme ça. Il y en a un petit peu moins, il n'y en a que 6 dans celle-ci quand même. Donc le Yours 5, il n'y en aura que 6 au lieu de 8. Bon, c'est pas une grosse différence. Ensuite, le map pack, donc les 2 nouvelles maps avec donc c'est pas ce que j'avais vu tout à l'heure, tiens. Donc là, on a une banque, on a un café qui s'appelle Café Dostoïevski, avec du matériel supplémentaire, donc un coffre-fort, etc. Ah voilà, c'est ça ce que j'avais vu tout à l'heure. Dead End, donc le cul-de-sac. Chalet aussi. D'accord, donc il y a quand même 4 nouvelles maps au total alors. Hum, hum, hum. Ok, donc le tapis de dés, le petit sac, le laser à 25 $, ce qui est quand même beaucoup trop cher pour ce que c'est. Les décors 3D que vous pouvez ajouter en add-on pour 40 $. Il faut dire qu'ils sont quand même très très bien foutus aussi. Bon, encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire, mais qui est toujours très sympa si on a les moyens de se l'offrir. Pourquoi pas. Donc voilà pour ce qui est du matériel et du jeu en tant que tel. Vous aurez aussi 3 modes de jeu. Le mode contrôle plus pour les joueurs débutants qui ne connaissent pas le jeu, le mode bomb et le mode hostage, donc otage, prise d'otage. Vous allez donc choisir pour chaque partie votre unité, votre escadron à partir des différents personnages qui sont disponibles pour, comment dirais-je, pour mieux affronter le lieu qui se présente à vous, peut-être aussi les adversaires. Donc c'est très très tactique et ça a l'air ma foi très très sympa. Encore une fois, c'est pas du tout mon type de jeu, donc j'irai pas contribuer sur cette campagne, mais je dois bien reconnaître que Mythic Games fait un gros gros boulot d'édition et ça a l'air vraiment très très sympa malgré tout. Alors, qu'en est-il du shipping maintenant que j'ai parlé du prix? Le shipping. Alors, pour l'Europe, ce sera donc 29, 40 ou 50 selon le pledge que vous prenez. Bon, 50 c'est très cher, certes, mais vous en aurez quand même des kilos de plastique, des kilos de matériel, donc c'est assez compréhensible malheureusement. Ensuite, pour le Canada, c'est la même chose, plus ou moins, un petit peu plus cher. Pour nous, juste par curiosité, 50 et ça va jusqu'à 110, donc ouf, raison de plus pour ne pas baquer de notre côté. Mais bon, encore un gros projet chez Mythic Games qui continue à faire des campagnes, ma foi, très très réussies. On va passer au deuxième sujet, un peu moins en profondeur, bien évidemment. Il s'agit de Power Rangers, Heroes of the Grid, Rangers United. Donc, c'est une extension au jeu Heroes of the Grid, donc de Power Rangers. Et moi, j'avoue que j'ai jamais été Power Rangers. J'ai vu quelques épisodes quand j'étais tout petit, bien évidemment, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, mais ça m'a jamais attiré. Alors Power Rangers, vous connaissez très certainement la version américaine que nous, on nous a servi à la télévision française quand on était petit, mais à l'origine, c'est japonais. C'est des Sentai, pas des hentai, hein, des Sentai. Euh, et donc, ça avait été, enfin, les droits avaient été acquis par les États-Unis, qui en avaient fait une version américaine, comme très souvent ils le font, plutôt que de regarder la version originale. Alors bref, Power Rangers, bon, bah, ça vient quand même de Renegade, hein. C'est quand même un gros éditeur que là aussi on connaît pour des jeux directement vus en boutique, qui ne passent pas par Kickstarter, mais c'est aussi une entreprise qui passe parfois par Kickstarter, notamment récemment pour My Father's Work, qui avait fait un très joli succès à 10 000 contributeurs, avec une version française qui plus est. Ils avaient fait déjà donc toute la série des Power Rangers, dont celui-ci fait l'objet d'une extension. Warp's Edge, qui est sorti récemment en boutique également en France, avec un joli succès d'ailleurs. Overlight, que je connais pas, même s'il a l'air d'avoir une jolie direction artistique d'ailleurs. Bon, c'était pas un gros score à l'époque. Donc, Power Rangers. Bon, bah, vous connaissez hein, les Power Rangers, hein, c'est des jeunes, des jeunes guerriers en collant bien moulant, en combinaison bien moulante, qui font face à des ennemis souvent extraterrestres, je crois, hein,
des monstres un peu surnaturels et qui là vont faire face à de nouveaux monstres, bien évidemment, mais aussi de nouveaux alliés. On va voir qu'il y a plusieurs extensions en une seule, en fait. Alors, c'est un jeu de coop, de protection de zone et d'affrontement. Et puis, il y aura un petit peu de gestion de main, bien évidemment, avec des pouvoirs uniques propres à chacun des personnages qui sont ici. Alors, vous voyez déjà qu'il y aura évidemment des figurines aussi, ce qui va permettre de faire grimper le prix, malheureusement. Pas de standees disponibles, c'est seulement des miniatures. Alors, vous aurez ici 3 packs, en fait, qui viennent dans cette extension. Vous aurez un choix. Vous pourriez faire un panaché ou prendre un all-in des 3, bien entendu. Le Dino Thunder Pack, qui va vous proposer 4 nouveaux personnages et puis, je crois, un adversaire. Ce sera détaillé par la suite. Le Ranger Allies Pack 2, donc de nouveaux alliés qui viendront se joindre à vous. Ou Villain Pack 4, donc un 4e pack de méchants, de vilains. Avec donc différents niveaux de pledge, 65 dollars, 40, 40, 40, c'est pas du tout clair parce qu'en fait, ça, c'est l'extension qui fait l'objet de la campagne et les 3 options qui sont en fait contenues dans cette campagne. Donc, si on ajoute tout, ça fait 120. Qu'est-ce que le 65 désigne? C'est pas clair. Un peu plus bas, il y a un peu plus de détails, mais c'est vraiment pas très, très, très clair non plus. Alors, je vais passer très, très rapidement parce que c'est un jeu qui m'intéresse pas du tout, j'avoue, hein. Vous pouvez donc choisir une des game options, donc à savoir bah, le Dino, je sais plus quoi, Dino Thunder Pack, le Allies Pack ou le Villain Pack, qui sont tous à 40. Donc vous pourrez en prendre un pour 40, 2 pour 80, donc rien de très intéressant, mais ça vient inclure un petit item de promotion particulier parce que vous en avez pris 2. Ou bien sûr 120 pour les 3 options, plus 2 items de promotion, ou alors le all-in, c'est-à-dire les 4 options, plus 3 items de promotion supplémentaires. Bon. Ou alors vous pouvez prendre aussi le gros all-in, c'est-à-dire le jeu de base, plus l'extension et tout un tas d'items supplémentaires. Donc une petite boîte de rangement, des dés supplémentaires, donc tout un tas de matos supplémentaires pour plus de rejouabilité également. J'avoue que je sais que le jeu de base qui est ici, hein, Heroes of the Grid, a une très bonne note sur BG, hein. C'est un jeu qui a 8.1, donc très très, très très bien noté. Mais c'est tellement pas mon truc, les Power Rangers, que j'arrive pas à m'y intéresser du tout. Et tant mieux pour moi, je n'aurais pas besoin d'acheter quoi que ce soit, et c'est très bien comme ça. Alors, juste pour vous rappeler, donc j'ai parlé tout à l'heure de contrôle de territoire. Voilà, c'est ici, vous avez donc une sorte de différents quartiers que vous serez amené à défendre face à différents monstres, bien évidemment. Bon, je vous laisserai chercher. Je crois qu'il y a de toute façon, il n'y a pas de version française, très malheureusement. C'est aussi un des points négatifs du jeu. Mais bon, après, Renegade Games, c'est un gros éditeur qui fait souvent des jeux qui sont ensuite traduits en français. Donc, si vous vous y intéressez vraiment, il y aurait peut-être moyen d'ici quelques temps, quelques mois ou quelques années, de le trouver en français également. Alors, on a quand même un univers qui est visuellement très bien retranscrit, j'ai l'impression. Plus de rejouabilité, bien évidemment, parce que bon, c'est des extensions avec de nouveaux personnages, etc. Donc, ça a l'air quand même d'ajouter de la rejouabilité. C'est aussi une livraison très rapide, si je me souviens bien. Est-ce que je suis déjà passé dessus? Je ne crois pas. Vous avez le shipping, mais voilà, c'est ici que je voulais le timeline. Pour un jeu qui va être certainement livré en septembre, alors peut-être avec un petit retard, comme souvent c'est le cas, peut-être décembre, je ne sais pas, mais c'est assez rare de voir un jeu qui est livré avec un objectif de livraison en 3 mois. Donc de ce point de vue-là, si vous le voulez et que vous êtes pressé de jouer, c'est peut-être possible. Ensuite, bon, les points négatifs, c'est que c'est très cher déjà, on l'a vu, hein, surtout pour le all-in. Et les frais de port, bon, les frais de port, on ne sait pas encore en fait, c'est une fourchette parce que j'imagine que ça dépend du niveau de pledge que vous choisissez, bien entendu. Mais c'est pas, enfin, même au sein des différents niveaux de pledge, vous avez des fourchettes énormes en fait. 16 à 43, 17 à 44, mais ça, c'est pour un niveau de pledge. Donc, si vous voulez rentabiliser, prenez un all-in. Au maximum, vous paierez 46, enfin au maximum. Sauf si on sait que récemment, il y a beaucoup d'éditeurs qui demandent aux contributeurs d'ajouter de l'argent parce que finalement, les frais de port ont explosé récemment. Mais bon, a priori, si vous prenez qu'une option, c'est 43. Si vous prenez le all-in, c'est 46 maximum. Donc, bon, bien choisir. Autant aller sur la all-in. En termes de frais de port, c'est plus rentable. Voilà. Bon, moi, je vous ai dit ce que j'avais à vous en dire. C'est pas un jeu qui m'attire du tout.
mais bon, ça attire quand même suffisamment de personnes pour faire 3 extensions déjà et 1780 contributeurs en une semaine. Ensuite, Valor and Villainy. Alors, encore un très joli projet, cette fois-ci de chez Skybound Games. Alors, allons voir ça. Tac, tac, tac. Voilà, je l'ai retrouvé. Alors, c'est une extension standalone d'un autre projet qui avait le même titre, à savoir donc Valor and Villainy, mais avec un sous-titre différent, Minions of Mordok, qui avait une note de, c'était quoi, 8, ouais, 8.0 sur BGG, donc un jeu très très populaire pour les jeux qui ont, pour les joueurs qui ont pu y jouer. Et donc il revient cette fois-ci avec une extension standalone, donc un jeu que vous pouvez utiliser avec le jeu de base ou uniquement tel quel. Sachant que le jeu de base a aussi une nouvelle façon d'être joué si vous avez l'extension. Donc ça apporte une grosse rejouabilité avec des modes de jeu différents également. Le jeu de base était un contre tous. Là, pour Valor and Villainy, c'est plutôt un coop ou solo d'ailleurs. Alors, on va voir ça un petit peu ensemble. D'abord, c'est un jeu de 1 à 6 joueurs, vous voyez ici, avec un mode solo pour des parties de 90 à 150 minutes, donc assez long, 2 heures, enfin 1h30, 2h30 en gros. 12 ans et plus, avec une direction artistique superbe. Alors, on aime ou on n'aime pas. Moi, je ne suis pas un grand fan. C'est très, très chatoyant, très coloré, très bariolé, avec un univers Heroic Fantasy très barré. D'ailleurs, c'est rempli d'humour. C'est très, très, très humoristique sur le fond. Pas sur la forme, mais sur le fond. Euh, et de ce point de vue-là, quand même, il faut bien admettre que quand vous regardez, c'est très, très joliment fait. Voilà, 8.0, on voit ici. C'est très joli. Après, moi, je ne suis pas grand fan, mais ça, c'est encore un autre sujet. Alors, vous aurez de la gestion de main, vous aurez du déplacement sur les grilles, vous aurez un zeste de legacy non destructible, pardon. Et puis, vous aurez également des choix narratifs qui, voilà, ils sont ici. Non, c'est pas ici, c'est là, ouais, ici. Des choix narratifs qui viendront impacter votre orientation au sein du labyrinthe de, comment s'appelle-t-il déjà? De Ludwig. Voilà. Alors, il y a tout un tas de choses qui peuvent être dites sur ce jeu, et généralement très positives en fait. J'ai très peu de reproches envers ce jeu, qui m'intéresse pourtant pas. J'aimerais bien l'essayer un jour parce que c'est très très joli et que visiblement c'est très populaire auprès des gens qui l'ont pu l'essayer. Vous voyez ici d'ailleurs qu'il vient apporter un nombre de nouvelles cartes énorme, 600 cartes contre 230 pour le jeu de base, 5 nouveaux méchants contre 1 à la base, 9 héros contre 8 pour le jeu de base. Bref, il fait tout mieux. C'est d'ailleurs les critiques que l'on peut lire. Il fait tout ce que faisait, enfin pas exactement, c'est pas le même mode de jeu, mais il faisait les mêmes choses que son prédécesseur, mais en mieux en fait, en plus abouti. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Bon, un tas de nouveaux héros. Vous en voyez déjà un petit exemple ici. Beaucoup de nouvelles cartes. On a un how to play, un comment jouer un peu plus en bas, qui est très détaillé. On a un matériel de fou, hein, vous le voyez ici. Une direction artistique vraiment excellente. Beaucoup d'humour. Après ça, on aime ou on n'aime pas dans les jeux. Voilà, vous avez ici un how to play, un comment jouer qui est très détaillé, avec des gifs. Bon là, ils ne sont pas chargés visiblement, mais c'est très détaillé, c'est très facile à comprendre, même si on ne parle pas bien anglais. Je pense que c'est facile à suivre. Donc vous allez explorer un labyrinthe, vous allez combattre des minions qui ne sont pas des choses mignonnes du tout, hein, c'est juste des sous-fifres des vilains, disons. Voilà, les gifs sont chargés, ça y est. Vous aurez des combos à foison apparemment, et apparemment ils sont hilarants à en croire ce qui est dit, mais c'est vraiment un jeu qui est blindé d'humour. Vous aurez de l'évolution de chaque personnage. Vos personnages sont amenés à évoluer au fur et à mesure de l'aventure en gagnant de l'expérience. Vous allez intégrer donc des petits cubes au sein de plateaux double épaisseur, donc vraiment du matériel de très haute volée. Et puis bien sûr, affronter des boss en fin de partie. Voilà. Ensuite, le legacy non destructible, parce que chaque partie va aller influencer les prochaines parties. D'ailleurs, vous le voyez ici, hein, Your wins unlock lasting campaign bonuses. Donc, vos victoires au cours d'une partie ou d'une autre vont avoir un impact à long terme sur les campagnes suivantes, mais qui ne sont pas destructibles, qui sont totalement rejouables, hein. Donc ça, c'est très, très intéressant aussi. Le pledge est pas très, très cher. On a ici le 60 $ pour le Retail Edition, donc l'édition qui sera celle qui sera sortie en magasin. Donc, vous n'aurez aucun avantage particulier.
disons que c'est pas le plus intéressant parce que autant attendre la sortie en magasin à ce moment-là, même si je suis pas persuadé que le jeu sorte en français. Non, il n'y a pas de version française. Il y a pas de version française. Donc, pour ceux qui sont en Europe, c'est peut-être le seul moyen finalement d'obtenir la version de base. Mais bon, quitte à backer sur Kickstarter, autant bénéficier des avantages complémentaires. Alors, vous voyez la masse de matériel pour 60 $. Franchement, c'est pas énorme. Par contre, vous n'avez pas de miniature, vous avez des standees. Bon, moi, ça, je trouve que ça fait très bien l'affaire, mais en plus, elles sont de très bonne qualité. Ou vous pouvez aller taper la version de Deluxe à 90 $, et cette fois-ci avec les miniatures qui, là aussi, comme pour Six Siege, les renders en 3D, ce ne sont pas les impressions 3D, ce sont des images des, des essais 3D, ont l'air superbes aussi. Donc, de ce point de vue-là, je pense que vu le nombre de miniatures, vu aussi l'insert plastique de chez Game Trays inclus dans le pledge Deluxe, ça vaut la différence, je pense. Ensuite, oui, vous avez aussi une micro-extension pour le jeu de base qui permet de jouer en fait au jeu de base, mais avec les modes de jeu de l'extension standalone. Donc ça aussi, gros point supplémentaire en la faveur de cette campagne. Après, si je devais citer des points négatifs, c'est cher si vous prenez tout. Voilà, vous avez ici un pledge premium 135 $. Qu'est-ce que ça inclut de différent d'ailleurs? Oui, ça vient inclure donc la petite extension dont je vous ai parlé juste avant, Antagonist Arsenal, et puis des tokens en plastique premium aussi. Bon, certes. Voilà, les petits tokens ici sont en plastique, c'est un peu plus joli. Bon, bref. Vous avez un petit peu d'add-on ici. Bon, rien de très fou. Vous avez du néoprène, bien évidemment, c'est à la mode. Néoprène un peu cher, mais bon, c'est les prix, hein. Vous pouvez aussi acquérir, bien sûr, le jeu de base, hein, très populaire. Au moins, vous savez qu'il a fait ses preuves, celui-ci, mais de toute façon, l'extension standalone a des retours extrêmement positifs aussi. Donc bon, si vous prenez tout, ça coûte un peu cher. Les frais de port, alors vous avez les stretch goals, bien évidemment. Enfin, c'est pas les stretch goals, c'est des révélations quotidiennes. Chaque jour, ils vont dévoiler des nouvelles choses. C'est pas vraiment des stretch goals à proprement parler. Le shipping, donc les frais de port pour le Canada, c'est déjà du 25 à 40 selon ce que vous prenez. Bon, Europe, 20 à 30 euros. Encore une fois, les frais de port ne sont pas non plus très très chers. Donc, en termes de, comment dirais-je, rapport qualité-prix, on voit assez rarement quelque chose d'aussi bien foutu. En termes de campagne Kickstarter, c'est assez peu cher pour ce que ça propose, et en plus, le jeu est très très apprécié. Donc vraiment, jetez-vous dessus si le jeu vous intéresse, si l'atmosphère, la direction artistique vous intéresse. Apparemment, c'est un très très bon jeu. J'aimerais bien essayer. 2258 contributeurs pour l'instant. Ensuite, Nexum Galaxy, petit jeu espagnol encore une fois, de 4X. Alors le 4X, Explore, Expand, Exploit, Exterminate. Alors ceci dit, il précise un peu plus bas que dans le jeu de base, il n'y aura que 3X, le quatrième sera dans une extension de cette campagne. Alors, il va falloir ici mener votre civilisation vers la victoire en utilisant les technologies Nexum pour diriger la galaxie. Alors, Nexum, donc petit projet espagnol de Eclipse Editorial qui a déjà fait 6 projets que je ne connaissais pas. Enfin, je connaissais deux noms, Yohei, parce que bon, thématique japonaise. Mais quand même, on a un gros succès il y a quelques temps déjà, qui est Skull Tales, qui avait fait quand même 5100 contributeurs. Je ne connaissais pas du tout, mais c'est un très très joli succès pour un petit éditeur espagnol. Alors, donc revenons-en un peu à Nexum Galaxy. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, comme vous le voyez ici, de 15 à 30 minutes par joueur. Donc attention, si vous jouez à 4, ça peut durer 2 heures, 2 heures et demie, pour 12 ans et plus. Et il s'agit d'un jeu de science-fiction 4X. Visiblement pas trop complexe, avec beaucoup de stratégie, assez peu de chance. Donc pour les amateurs, généralement le 4X, de toute façon, c'est assez peu de chance, hein, si je me souviens bien. Alors, dans Nexum, vous arrivez dans un secteur galactique accompagné d'une petite flotte à la recherche de reliques de civilisations perdues. Et puis, le secteur, en fait, il n'est pas si amical que ça, il n'est pas si désert que ça. Donc, vous allez être attaqué, bien sûr, par des unités adverses. Et vous allez essayer de leur maraver leur tronche pour aller choper les ressources, les reliques sur lesquelles ils ont déjà mis la main.
Alors, le matériel n'est pas fou. Ça c'est vrai. On a déjà vu un petit exemple ici. C'est que des petites tuiles à poser, rien de très fou. Pour un 4X, on pourrait en attendre un petit peu plus, mais bon, le matériel n'est pas forcément, facteur de qualité de gameplay. Ceci étant dit, c'est quand même plus agréable d'avoir un très, très joli, matériel. Mais ceci dit, ça fait baisser le prix aussi. Alors, vous avez ici la boîte de base avec, le core set donc, qui vous permet donc expand, exploit et exterminate aussi, qui n'est pas écrit ici bizarrement, avec aussi un mode solo, la possibilité de jouer avec, face à des adversaires contrôlés par une intelligence artificielle. Et ensuite, vous pourrez transformer ce jeu de 3X en jeu de 4X véritable si vous prenez l'extension Astéroïdes, qui ajoute la phase d'exploration dedans et aussi des tuiles de technologie et des civilisations asymétriques. Donc, ça a bien tout l'air d'être une extension assez indispensable si le jeu vous intéresse. Donc bon, c'est une extension qui devrait peut-être en fait être incluse directement dans le pledge de base à mon avis, mais bon. Peut-être, aussi un moyen de faire gonfler un petit peu le prix, bon, on peut les comprendre. Alors, vous aviez aussi un petit cadeau, exclusif, pour les backers avec, l'extension Beyond qui propose 4 nouveaux modes de jeu et leurs tokens respectifs. Alors, le pledge de base est à 29 €, pas cher franchement. Après le matériel, comme vous l'avez vu, est assez simple, hein, il ne paye pas de mine, mais bon, 29 €, c'est quand même pas très cher pour un 4X, avec toutes ces petites tuiles relativement, jolies, hein. C'est un matériel qui paye pas de mine, mais qui est agréable à l'œil malgré tout. Ensuite, vous aurez donc voilà Nexum plus expansion, enfin l'extension Asteroids qui monte à 45 €, ce qui est quand même encore relativement abordable, mine de rien. Donc le jeu de base plus donc de nouvelles tuiles de l'extension, une, carte de la galaxie, des nouveaux vaisseaux, des astéroïdes, qui seront aussi des ressources en fait. Ensuite des nouvelles cartes d'événements et puis des technologies pour, ajouter de la symétrie j'imagine, au jeu. Et vous avez aussi un all-in. Le all-in à 75 €. Là, ça commence à monter un petit peu plus cher, parce qu'en fait, il vient vous fournir ici une petite boîte complémentaire, dans laquelle je crois que vous avez donc un playmat. Heu, c'est ça, vous aurez le playmat, vous aurez, 120 miniatures de plastique pour les vaisseaux. Donc ce sont des petits vaisseaux de plastique que vous voyez ici. Bon, 120, elles sont pas magnifiques, elles sont toutes petites apparemment aussi, mais bon, c'est quand même sympa et ça fait pas une augmentation si énorme que ça au final. Bon, à voir. Vous pourrez aussi prendre des sleeves, mais bon ça, rien de très important. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bah, globalement, si je devais résumer, donc c'est quand même une extension intéressante, pour, en faire un vrai 4X. Qui plus est relativement abordable en termes de prix, même si on peut imaginer que l'extension aurait dû être, dans le pledge de base en fait. Un mode solo, c'est quand même toujours sympa. Des modes de jeu très différents parce qu'on a aussi donc le mode compétitif comme j'en ai parlé tout à l'heure. On a aussi, mine de rien, un mode coop. Ça, c'est plutôt bon à savoir. Heu, on a aussi un mode, plutôt orienté vers les débutants et un autre plus pour les joueurs confirmés, donc plusieurs modules qui viennent apporter de la rejouabilité, mais également plus d'accessibilité pour certains joueurs. Également, on a, des scénarios, 18 scénarios je crois, fournis, dans le jeu de base. Où est-ce que j'avais trouvé ça? Voilà ici. Pour le solo, vous avez, 18, scénarios disponibles dans le jeu de base. Après, pour ce qui est des points un peu moins positifs, voire un peu négatifs, le matériel est pas fou, mais bon, ça, c'est pas non plus mauvais. Heu, le 4X, c'est pas ma came, mais bon, ça, c'est pas un point négatif en soi, c'est juste que moi, personnellement, ça m'attire pas trop. Pas de version française, malheureusement. Bon, après, il y a pas l'air d'avoir de texte sur les cartes, donc c'est pas si gênant que ça, a priori, mais bon, la notice, c'est la notice. Et la notice, elle est disponible qu'en anglais et en espagnol, pour l'instant, en tout cas. Donc bon. Sachant que vous pouvez apparemment l'essayer sur Tabletop Simulator. Donc si vous êtes, anglophone ou hispanophone, pourquoi pas, vous pouvez essayer, d'ores et déjà. Et en plus de ça, il me semble aussi que les FDP, les frais de port,
sont relativement abordables. Il fallait que je vérifie ça d'ailleurs. C'est un peu plus bas. Bon, quelques stretch goals déjà débloqués. Voilà. Pour la zone euro, 12 €. Bon. Et apparemment, il ne mentionne pas. Ah si, il mentionne ici. C'est le core game plus l'extension. Donc en fait, c'est le all-in gameplay. 15, non, 12 €. C'est pas très cher pour les frais de port, honnêtement. Donc pourquoi pas. 4 si vous habitez en Espagne. Bon. 15 pour le Canada. C'est à peu près tout. D'accord. Ouais, rien d'autre à signaler, monsieur l'agent. On peut revenir en haut de page. De toute façon, le projet est déjà financé avec 330 contributeurs plus ou moins. Il reste 12 jours. Ensuite, bon, je vais faire une présentation très très succincte de Dungeon and Kingdom. Petit jeu hongkongais de chez Asteria Games. Très petit éditeur, on est à 71 contributeurs. On est à la moitié de l'objectif de financement. Un jeu de 2 à 4 joueurs, 10 ans et plus, pour des parties de 30 minutes et un tout petit prix. Alors pourquoi j'ai sélectionné? Parce que, bon, malgré l'aspect un petit peu manga, toon-esque, plutôt orienté enfant, on a quand même une DA colorée mais efficace et un jeu qui a l'air relativement sympa, mine de rien. Ça n'a pas l'air d'être fou non plus, ça n'a pas l'air de révolutionner quoi que ce soit, mais ça a l'air charmant. Voilà. Alors en fait, très simplement, il s'agit d'explorer des donjons et de défendre son royaume face à des monstres. Bon, là-dessus, rien de très spécial. On va faire du combo de cartes. On va faire du combo de cartes avec du chaînage, en fait. Vous aurez ici 9 cartes à disposition de tout le monde. Vous allez en prendre un certain nombre chacun, que vous allez orienter comme ça sur une ligne de 7 cartes. Et au bout d'un moment, vous pourrez intégrer une carte au milieu de celle que vous avez déjà intégrée précédemment. Et celles qui seront à la gauche de cette carte formeront le royaume que vous aurez à défendre, et sur la droite, ce sera le donjon que vous aurez à explorer. Et là, vous aurez besoin de faire du chaînage, parce que certains des monstres requerront certains personnages pour être vaincus, et vice-versa, bref. Et donc, il y a comment dirais-je, une idée de chaînage assez sympa, et aussi une possibilité de réorganisation de vos cartes parmi les 7 que vous aurez placées. Certaines vous permettront d'échanger ou de déplacer certaines autres cartes. Donc, en plus du draft de base parmi les 9 ici, il y a, il y a quand même des petites mécaniques qui ont l'air assez sympas, sans inventer l'eau chaude ou réinventer le fil à couper le beurre. C'est quand même assez sympa sur le papier, et en plus de ça, la direction artistique est assez jolie, même si bon, c'est très mangaesque. Bon, c'est pas trop mon style en soi, mais ça a l'air assez sympa pour le prix que c'est, parce que je le rappelle en plus. Donc, vous voyez ici que certains des personnages ont des capacités particulières, hein, je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, dont se déplacer d'une case à l'autre, utiliser le pouvoir d'un autre personnage, etc. Bref. On n'est pas en terrain inconnu, on ne fait pas une grosse découverte, mais ça a l'air joli, et surtout, c'est pas très cher du tout. Puisque pour le jeu de base, ce sera donc 16 €, 16,30 €, donc 150 dollars hongkongais. Et en plus de ça, on est sur du shipping à 9, voire 12 euros pour la zone euro. Et pour le Canada, on est à 10-16. Bon, la fourchette est un petit peu plus large et plus haute. Et même nous, pour le Japon, comme on est juste à côté, c'est un petit peu moins cher. On est entre 6 et 8. Donc bon, ça m'attire pas outre mesure, mais sur un coup de tête, je sais pas, ce serait possible. Non, je pense que j'irai pas parce que j'ai déjà trop de jeux, et parce que c'est pas vraiment mon type de jeu non plus. C'est un projet que j'estime être suffisamment intéressant pour être présenté. On passe ensuite à Hacking Hounds. Hacking Hounds avec une direction artistique assez originale aussi. Alors, c'est pas un jeu que je vais backer, mais ceci dit, à 19 jours de la fin, il est déjà à 318 contributeurs pour un premier projet de chez Sapphire City Games. C'est déjà pas si mal. Alors, c'est un jeu de 2 à 7 joueurs, et c'est un jeu de pli. Alors, moi, les jeux de pli, je connais assez peu. J'ai jamais vraiment joué à des jeux de pli, même quand j'étais plus jeune. J'ai essayé il y a 2-3 mois
avec Xavier et d'autres amis ce jeu qui a fait un carton et dont j'ai perdu le nom tout à coup, qui se passe dans l'espace. J'imagine que vous avez déjà tous le nom en tête. Alors bon, Hacking Hounds, là aussi, il s'agit d'un jeu de pli avec ici Hades. Alors Hades, le dieu de l'enfer, qui ici est représenté par une femme black. Pourquoi pas? Une chevelure enflammée qui a l'air un peu toxique. Bref, peu importe. Alors Hades, elle est aussi en possession de Cerbère, hein, le chien de l'enfer, mais aussi de tout un tas d'autres chiens. Et en fait, Hades, dans ce jeu, elle vous demande, enfin, elle vous embauche, de gré ou de force, pour aller promener ses chiens. Voilà. Donc, contexte assez particulier, un thème très original. Vous êtes des promeneurs de chiens de l'enfer. Voilà. Donc, jeu de pli de 2 à 7 joueurs pour 30 à 90 minutes. Selon le nombre de joueurs, j'imagine que ça change pas mal la durée du jeu pour 12 ans et plus. On est donc en dehors du jeu de pli, on est sur du bluff et aussi de la déduction. C'est expliqué un petit peu plus bas, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y aura un petit peu de pari, entre guillemets, de bluff sur ce que les autres vont accomplir. Et il faudra essayer de ne pas faire trop bien son travail, sinon elle va vous employer à plein terme dans les enfers et vous ne pourrez plus jamais en repartir. Et il ne faudra pas non plus faire trop mal son travail, parce que sinon les chiens, vous leur servirez de bouffe, de pâté pour chien en fait. Donc il faudra juste être sur cette ligne médiane, donc juste pas se faire remarquer, faire un boulot juste correct quoi. Donc c'est assez particulier aussi de ce point de vue-là. Voilà une petite liste des chiens qui habitent les enfers et que vous serez amené à aller promener. Donc voilà, c'est assez barré. Donc bon, ça aussi c'est à double tranchant, soit on n'aime pas. Les DA est très très coloré, ça aussi on aime ou on n'aime pas, mais c'est plutôt joliment fait en tout cas. Bon, clairement, c'est pas mon truc. Les jeux de pli m'attirent pas outre mesure, hein. C'est aussi un petit peu cher parce que bon, un jeu de pli, c'est essentiellement un jeu de cartes et un jeu de cartes qui coûte en l'état 26 $. Oh, juste pour des cartes et quelques petits tokens par-ci par-là, ça me semble un petit peu cher. Et en plus, les FDP sont pas donnés non plus, les frais de port, hein. Pour l'Europe, c'est entre 11 à 14 dollars pour un jeu de cartes qui coûte déjà 26 dollars lui-même. Ça fait au final 40 dollars sur un jeu de pli. Ça fait un petit peu cher. Donc, j'encourage pas spécialement à aller baquer le jeu. Après, bon, si vous trouvez ça, si vous êtes fan de jeux de pli, que vous adorez la direction artistique, la thématique un petit peu barrée, et que vous voulez aussi soutenir une compagnie LGBT, visiblement, écoutez, faites-vous plaisir. Voilà pour Hacking Hounds. On continue avec, ouais, je pense que c'est quand même mon petit coup de cœur de la semaine. Le coup de cœur de la semaine. Winter Haven Woods. Alors, 690, donc bientôt 700 contributeurs pour ce petit jeu de Joel Botkin, qui en est à son deuxième projet personnel après Open Ocean, il y a de ça quelques temps. Il a déjà dépassé ce score, puisqu'il était à 590 contributeurs, et que Winter Haven Woods en est déjà à presque 700. Et pourquoi c'est mon petit coup de cœur? Parce que c'est un jeu zen, familial, joli comme tout, de 1 à 6 joueurs avec un vrai mode solo. Et puis vraiment, c'est ce petit jeu qui vous donne cette impression d'être au coin du feu, sous la neige. C'est vraiment charmant. D'ailleurs, la petite vidéo est aussi charmante. Je pense qu'il fait parler son fils d'ailleurs dans la vidéo. C'est assez joli. Et en plus de ça, le matériel est plutôt satisfaisant. Les illustrations, sans être fantastiques, sont plutôt bien dans le thème. Ça se marie bien avec l'ambiance générale du jeu. Alors, mais de quoi il s'agit? Donc Winter Haven Woods. Eh bien, c'est un jeu de 1 à 6 joueurs, hein, comme vous voyez ici, de 15 à 20 minutes, donc jeu très court, familial qui plus est, parce que c'est à partir de 8 ans, donc vous pourrez jouer avec votre neveu, par exemple. Et en fait, ici, les joueurs vont aider les différents animaux de la forêt à se préparer pour passer l'hiver, simplement, en faisant attention à certains prédateurs qui rôdent aussi. Voilà. C'est un jeu de draft avec du set collection, donc de la collection de types de cartes, on va dire, et un tout petit peu aussi de take that, donc de prends ça dans ta tronche, mais qui est modulable. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'en faire, vous n'êtes pas obligé d'ajouter
ce petit mécanisme à la partie, en fait. Si vous jouez avec des enfants qui ne sont pas fans ou si vous jouez même en famille que vous n'avez pas envie de faire du Take That, bah, c'est possible aussi. Hem, alors, le how to play, bon, c'est une vidéo, donc je vais pas aller vous faire visionner une vidéo d'une autre chaîne, ce serait un peu trop long, j'imagine, en plus en anglais. Vous avez aussi un vrai solo. Hem, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bon, le Why Kickstarter, bon là, c'est une évidence. Ça fait partie de ces de ces tout petits projets qui ne pourraient pas exister en fait sans le financement participatif. C'est pas un gros éditeur, c'est un mec qui fait ça tout seul. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que ça fait envie, ça donne envie de soutenir véritablement le projet. Alors en plus, on a un matos plutôt très satisfaisant. Est-ce que j'ai déjà passé ça? Non, pas encore, je crois, hein. Alors voilà, c'est ça. On a donc 126 cartes avec des petits animaux, des arbres, des forêts, etc. Également des petites fiches d'aide, ça c'est pas très intéressant en soi, mais voilà la boîte avec le UV printing, donc tu sais, le léger relief sur la boîte, avec une fermeture magnétique, donc ça aussi c'est très sympa, ça se fait de plus en plus. Pas de plastique, donc ça aussi, bon, pourquoi pas, c'est à saluer. Et tout ça pour seulement 20 $. Donc voilà, pas très très cher, abordable, familial, petit mode solo, forte interaction entre les joueurs avec le draft, peu de temps d'attente entre chaque tour, c'est abordable. Moi, je trouve ça ravissant et rafraîchissant à la fois. Alors, après, les mécanismes sont pas spécialement hyper original en soi, mais ça a l'air efficace. Chaque jeu n'a pas besoin de réinventer la poudre non plus, hein. Et puis, seul petit souci éventuellement, c'est les frais de port. Les frais de port, descendons un petit peu plus. Voilà. Les frais de port pour l'Europe, 14 pour un jeu qui coûte 20 $. Bah, c'est presque le prix du jeu. Donc de ce point de vue-là, c'est quand même un petit peu chéro. Ça reste un jeu au total à 34 $ si vous prenez les frais de port comme ça. Et en plus, ça inclut déjà la TVA. Attention, parce qu'il y a de plus en plus de projets qui vous demandent de payer la TVA après la campagne. Ici, la TVA est déjà inclue dans le pledge. Donc, vous n'aurez pas de taxes à payer en plus. Donc ça, c'est quand même un petit truc qui peut peser dans la balance pour encourager à backer. Nous, chez nous, c'est à 26 $. Donc malheureusement, c'est plus cher que le jeu. Donc, ceci dit, si jamais j'ai vraiment envie de mettre la main dessus, de mettre le grappin dessus, je peux encore le faire livrer chez mes parents en France. C'est jouable aussi. Voilà, donc le petit coup de cœur de la semaine, même si je ne suis pas sûr de backer moi-même, pour notamment les frais de port. Et puis parce que si c'est un truc familial, c'est aussi ça m'intéresse aussi pour pouvoir y jouer peut-être avec mon neveu par exemple, ou un jour avec mes enfants quand j'en aurai et qui seront suffisamment âgés pour y jouer. Mais il y a quand même pas mal de textes en anglais, donc pour mon neveu, c'est pas forcément idéal non plus. C'est ravissant, c'est rafraîchissant, c'est chaleureux, j'aime bien. Mais après, je ne sais pas encore si je backerai. Il reste 19 jours et vous êtes déjà 690 contributeurs. Dernier projet de la journée, il s'agit de The Great Race 2. Donc, suite de Great Race, bien évidemment, premier du nom, de chez Platypus Games, boîte française. Alors, on avait ici donc le Great Race numéro 1 qui avait fait l'objet d'une première campagne annulée, qui était revenu avec un joli succès de 1200 contributeurs. Numéro 2, annulé à son tour, puis il revient, mais cette fois-ci, ça y est, il est financé avec actuellement 400 contributeurs à 3 semaines de la fin de la campagne. Fera-t-il aussi bien? Fera-t-il mieux que son prédécesseur ou fera-t-il moins bien? C'est une possibilité aussi. Alors bon, je pense que vous connaissez, on en avait beaucoup parlé lors de la première campagne, donc du premier. C'est un jeu de course lente, dans lequel arriver avant vos adversaires ne vous garantit pas la victoire pour autant. Alors, je ne vais pas entrer dans les gros détails parce que je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Ici, donc, on est sur un jeu de 1 à 8 joueurs, même si ce n'est pas indiqué ici, parce que c'est 2 à 5 joueurs avec un solo, mais vous pouvez y jouer avec 8 joueurs si vous jouez en équipe, ce qui est une nouveauté, la possibilité de jouer en équipe dans cette extension. Parce que vous l'aurez compris, c'est une extension qui est également un standalone. Vous pouvez y jouer
sans la boîte de base. La Great Race 1 n'est pas nécessaire pour pouvoir jouer à Great Race 2, même s'ils sont jouables ensemble également. Alors, je l'ai déjà dit, course lente, c'est un jeu aussi beaucoup avec du draft. Au début du tour, on va chacun sélectionner une carte qui va nous avantager ou qui nous permettra de désavantager nos adversaires. Des bonus de fin de partie qui feront que le premier arrivé n'est pas forcément le gagnant pour autant. Du placement d'ouvriers, comme vous les voyez ici, sur les différentes parties du plateau individuel pour aller faire le plein ou alors au contraire avancer sur le parcours. Bref, plusieurs options à votre disposition. On aura aussi bien sûr de la construction de route, puisque ici vous avez plein de petits cercles sur lesquels vous serez amené à poser des petites tuiles qui seront le chemin que vous pourrez emprunter ou non, ou que vos adversaires pourront emprunter également pour atteindre leur but. Et puis un petit peu de take that, évidemment, on fera des petits coups de crasse entre nous. Alors cette fois, vous aurez ici donc 2 nouvelles cartes, puisque le premier jeu était en Afrique et en Amérique du Sud. Celui-ci se passe maintenant aux États-Unis ou en Asie. Donc 2 nouvelles cartes. Alors, descendons encore un petit peu. Voilà, le pledge de base est à 60 €, version française bien évidemment, avec la carte USA double et la carte Asie double également. 4 nouveaux équipages avec des Américains, des Allemands, des Chinois et une équipe 100% féminine, les Sophisticates, donc les sophistiqués. Bon. Et ils imaginent, ils anticipent déjà l'apparition d'un cinquième équipage, les Russes, à travers l'extension numéro 2. On aura aussi des plateaux d'expérience avec des petits trous pour ajouter des cubes à l'intérieur qui nous permettront d'ajouter des modules différents, 8 différentes manières de jouer. Un mode collaboratif donc, qui permet de jouer en équipe de 2 joueurs. Un petit mode campagne sur l'ensemble de la planète. Je ne sais pas trop encore comment ça se passe. Le mode solo toujours de Martin de la Société des Jeux. Vous pourrez aussi choisir pour 25 € l'extension seulement, ce qui ne sera pas donc standalone, mais seulement extension, c'est-à-dire seulement les 2 cartes, donc USA, Asie et les tokens qui vont avec, mais pas d'ajout de gameplay. Donc c'est pour ceux d'entre vous qui ont la première édition du jeu et qui voudraient seulement ajouter des nouvelles cartes, c'est possible. Ensuite, vous pouvez aussi acheter le premier jeu à 55 €, si ça vous tente, si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire de la première campagne et que vous le regrettez, c'est accessible. Par contre, c'est accessible seulement en anglais, pas en français. Ceci dit, la langue n'est pas vraiment un obstacle dans ce jeu-là, très honnêtement. Les add-ons. Alors oui, extension numéro 2 en add-on qui est disponible pour 25 €, avec un nouveau module qui s'appelle Roll of Honor. À partir de maintenant, atteindre la ligne d'arrivée, la cité, la dernière ville, n'enclenche pas le dernier tour, contrairement à ce qui se faisait avant, mais ça commence un décompte, en gros, euh, pendant lequel les autres participants ont encore 3 tours pour terminer la partie. Et c'est vrai que c'était un petit peu frustrant, je trouve, dans le premier, le fait que quand le premier joueur arrive à destination, il ne reste qu'un seul tour à tous les autres pour arriver aussi. J'ai trouvé ça un petit peu frustrant quand j'y avais joué avec Xavier sur son jeu. Moi, je n'ai pas le jeu personnellement, mais j'ai pu y jouer 2 fois avec Xavier. Bon, petit spoiler alerte, j'ai pas été plus convaincu que ça, mais on n'a pas encore essayé les différents modules de la première campagne, donc je n'ai pas encore d'avis définitif sur le jeu. Vous aurez aussi bien de nouveaux modules, le module zoologie, le module géologie, le module ethnologie, donc tout en logie, toutes ces sciences, et puis un module Beyond the Limits, au-delà des limites, qui me rappelle cette vieille série française que je regardais quand j'étais tout petit, je comprenais rien d'ailleurs. Comment ça s'appelait? C'est avec le générique toujours plus loin, toujours plus vite, jusqu'au bout de l'extrême limite. Coup de vieux, auto-coup de vieux, je me mets des coups de vieux tout seul. Ouais, je fais ce que je veux. L'équipage russe, j'ai déjà mentionné tout à l'heure, qui est donc inclus dans cette extension numéro 2. Ensuite, extension numéro 1 disponible à nouveau, mais seulement en anglais, qui était dans le premier jeu, la première campagne, avec
le module postal, le module paddock, le module season et le module suffragette, enfin l'équipage suffragette supplémentaire. Donc tous ces 3 modules que je n'ai pas encore pu tester avec Xavier. Donc j'ai joué que au jeu de base pour l'instant. Et que à 2 joueurs en plus. Donc bon, vraiment, faut qu'on retente. Vous aurez aussi donc des pledge catch-up pour essayer de récupérer le premier jeu, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est seulement en anglais. Donc bon, c'est un petit peu dommage. 76 € si vous voulez le jeu de base plus les 2 nouvelles cartes. Si vous avez déjà le jeu de base et que vous voulez les nouvelles cartes plus l'extension numéro 2, c'est 48 €. Bref, il y a tout un panel de choix à la carte. Et ça, c'est plutôt sympa, avec toujours une petite réduction, 5%, 10%. C'est pas fantastique. Si vous voulez tout, le premier jeu, le deuxième jeu, les 2 extensions, eh bien, il vous en coûtera 140 €. Ça commence à faire un petit peu cher. Très honnêtement, j'ai envie de soutenir parce que c'est un projet français d'un petit éditeur, mais d'un autre côté, je pense que si vous avez déjà le premier jeu, je pense que vous avez de quoi faire et que peut-être pas nécessaire d'aller chercher la deuxième. Ça rajoute de nouvelles cartes, quelques nouveautés en termes de modules, donc en termes de gameplay également, mais on n'a même pas encore eu le temps en 4-5 mois, on aurait pu le trouver, hein, mais on n'a pas encore pris le temps de jouer au module de la première campagne déjà, donc je sais pas, à vous de voir. Si vous avez été gros fan du premier jeu, là par contre, il n'y a pas de raison, quoi, allez-y. Petit coup d'œil sur les frais de port, rapidement. Alors les frais de port, un peu plus bas. Voilà, enfin. Frais de port pour l'Europe. Si vous prenez une petite boîte, 9 €. Si vous prenez la grosse boîte, j'imagine que c'est donc le deuxième jeu, 18 €. Et si vous prenez un pledge avec plusieurs boîtes, 24 €. Bon, ça commence à faire un petit peu, mais si vous prenez par exemple le premier jeu, le deuxième, les 2 extensions, bon, ça peut monter assez rapidement en termes de poids aussi, donc 24 €, ça se comprend. Bizarrement, c'est pas beaucoup plus cher pour le Japon. Bon, j'imagine que ça part de Chine, donc ça se comprend, mais parfois, il y a une grosse différence parfois. Donc ici, c'est pas le cas, tant mieux pour nous. Voilà pour The Great Race, qui n'est pas mon coup de cœur de la semaine, même si j'aurais bien voulu, parce que c'est un projet français, mais j'avoue que ce petit Winter Haven me fait de l'œil quand même, le petit coup de cœur de la semaine, qui a pris un contributeur depuis que je l'ai présenté. Allez, merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo, ce 7e déjà épisode de Menu Crowdfunding. Je vous remercie encore pour celui de la semaine dernière qui a atteint 200 vues, je ne sais pourquoi, une quinzaine de j'aime, donc notre meilleur score jusqu'à présent. J'espère très fortement que cette vidéo, cette semaine, suivra le même chemin avec peut-être 250, 300 vues, peut-être 20 j'aime, 30 j'aime, que sais-je, ou peut-être moins parce que les projets sont un petit peu moins attrayants cette semaine. On verra. En tout cas, bon, n'hésitez pas, si ça vous tente, de laisser un petit j'aime, abonnez-vous. Je vois qu'on a quand même 15 nouveaux abonnés cette semaine. Donc bon, c'est cool. Continuez à être de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à commenter aussi. Pour l'instant, on a de plus en plus d'abonnés, de plus en plus de personnes qui regardent, mais pas de plus en plus de commentaires. On a toujours un fidèle qui est très fidèle, qui commente chaque semaine. Donc salut Ludo et merci. Pas Ludo. Ludo, c'est un pote à moi. C'est pas du tout la même chose. Salut Anto. Merci pour les commentaires chaque semaine. Ça fait très plaisir. Et je prends beaucoup de plaisir à te répondre également. Merci à tous d'avoir regardé et puis à la semaine prochaine.